Et je souhaite que notre pays soit débarrassé de ce groupe de bandits. Parce que nous avons affaire à un cartel, à un clan. C'est-à-dire un clan héréditaire du fils à la mère. Vous avez tous suivi l'affaire de pèlerinage. Mais comme on dit souvent, il y aura toujours des Guinéens patriotes qui résisteront à la tyrannie de Mamadi Doumbouya et sa famille. Mais aussi, il y aura toujours des Guinéens malhonnêtes, hypocrites, qui sont des esclaves, qui adorent cette tyrannie, parce qu'ils en tirent profit. La situation actuelle de notre pays est catastrophique. Il m'arrive certains moments de pleurer, de prendre ma tête et de me dire qu'est-ce qui arrive à notre pays? Comment sortir de cette situation? Il m'arrive jusqu'à me poser la question, est-ce que cela vaut la peine? Mais quand je m'assois, je réfléchis. Je me dis que dans la vie, on dit souvent toute difficulté a une finalité heureuse. Il y a des combats de foi, au départ tu rencontres beaucoup d'obstacles. Mais quand tu regardes les difficultés que tu as déjà traversées, tu te dis, je ne peux pas abandonner. C'est cela qui me réconforte. Vous savez, le pouvoir n'a pas peur des gens, le peuple qui a faim. Surtout quand le pouvoir appauvrit le peuple pour sa soumission. Parce que Mamadi est venu appauvrir les Guinéens. Il appauvrit le peuple. Avec les armes, il veut leur commander. Vous savez, quelqu'un qui est pauvre accepte tout. Les seuls pauvres que le pouvoir dictatorial a peur, c'est cette partie du peuple qui réfléchit malgré sa pauvreté. C'est cette couche digne, l'ambétiki parmi nous, que le pouvoir a peur. Ces patriotes dignes qui sont très nombreux aujourd'hui en Guinée, mais malheureusement qui sont silencieux, qui sont invisibles, qui se taisent. Comme disaient certains, le plus grand mal dans une société, c'est pas ceux qui font du mal devant tout le monde, visiblement, mais c'est le silence de ceux qui savent ou ceux qui peuvent agir. C'est leur silence qui fait plus mal. C'est dans cette situation que nous vivons aujourd'hui en Guinée. Mais Dieu sait faire les choses. Vous savez, dans toutes les sociétés du monde, il y a des couches privilégiées dans la société, que ce soit les sociétés traditionnelles ou sociétés modernes actuelles, que ce soit en Afrique ou en Occident. On parle de cette catégorie. On leur appelle les élites. Ça peut être les élites intellectuelles, ça peut être les élites des hommes d'affaires, ça peut être l'élite religieuse aussi. Tous ceux qui ont cette option de pouvoir sur les autres, sur la grande majorité qu'on appelle le peuple, font partir de l'élite. Mais
l'intellectuel ou l'élite n'est rien s'il ne vit pas entièrement, si sa vie n'est pas entièrement dévouée à la cause de son peuple. S'il n'a pas une partie, s'il ne prend pas sur lui une partie de la souffrance de ce peuple en se mettant à sa place. Mais très malheureusement, cette élite intellectuelle ou religieuse ou des hommes d'affaires, quand tu parles avec eux au téléphone ou vous vous rencontrez, c'est pour te dire, laisse tomber, viens prendre ta part, mange ta part. Et laisse ce peuple-là souffrir. Ce n'est pas ton problème. Toi seul, tu ne peux pas régler les problèmes de tout le monde. Et cette malhonnêteté est devenue une valeur sociale en Guinée. Combien de parents, pères de famille, les agrégés d'université, les docteurs ou les professeurs qui fait fi à toute cette morale intellectuelle qui te dit accepte l'inacceptable, vends ta dignité pour vivre heureux en laissant le peuple souffrir dans l'intimidation, dans la terreur, dans la misère, dans la pauvreté d'un petit groupe. Un petit groupe qui ne représente même pas 1% de la population. Quand vous prenez la fonction publique guinéenne, l'État guinéen n'emploie pas plus de 120 000 personnes. La Guinée, la population guinéenne, si on fait le recensement actuel, on est plus de 17 millions d'âmes. Est-ce que les 120 000, quand tu ajoutes ceux qui travaillent au sein des sociétés privées, on dirait 140, 150, vous prenez les religieux, il n'y a pas plus de 10 000 religieux en Guinée. Donc bref, ça ne représente pas 2% de la population qui domine 98% de la population. C'est-à-dire, on te dit, soumets-toi au caprice de 2% pour piétiner 98% de la population. Quand un religieux te dit ça, un homme qui dit qu'il est le porte-parole de Dieu sur cette terre, il te dit d'accepter l'injustice, de te soumettre au caprice de 2% de la population pour faire souffrir les 98% de tes semblables. Eh bien, c'est la réalité en Guinée actuellement. Cette majorité silencieuse qui souffre dans l'âme, qui se meurt, faites un tour à l'hôpital Donka, à l'hôpital chino-guinéen ou à Niasdine. Les personnes meurent pour les maladies banales qu'on peut traiter. Il y a certains, c'est à la rentrée de l'hôpital qu'on leur refuse. Ils meurent sur les lits. Et que ce petit groupe vit dans l'aime, c'est-à-dire dans le luxe insolent, gaspille l'argent du pays. Et tout ça, comment peut-il dormir en voyant une dame à l'hôpital Donka qui, faute d'argent, il n'a pas pu payer la césarienne et elle est morte, laissant un nouveau-né qui ne connaîtra pas sa maman. Un ami médecin m'a dit qu'il a pleuré à chaudes âmes
Parce qu'il n'a pas pu sauver cette dame qui était là depuis 7 heures. Lui, il est venu, on l'a dit, bon, cette dame est venue, mais on n'a pas pu contacter ses parents. Il n'a pas d'argent, on ne peut pas s'occuper. Il dit, mais ce n'est pas possible. Sauvons la vie. C'est 2 vies qui sont en jeu. Elle est enceinte, elle a un bébé. Depuis 7 heures, cette dame est couchée, personne ne la touche. Il est venu trop tard et la dame, ils n'ont pu sauver que le bébé. Il m'appelait, il pleurait au téléphone. Je lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qui est décédé dans la famille? Il me dit non. Il dit, j'ai assisté à quelque chose aujourd'hui qui m'a marqué dans ma vie. Et ça va rester pour le reste de ma vie. Imaginez-vous, combien de cas comme ça se passent en Guinée tous les jours? Et que c'est ton ami qui te dit, non, laisse tomber tout ça. Ils n'ont qu'à mourir là-bas, ce n'est pas ton problème. Préoccupe-toi de ton propre problème. L'égoïsme, le moi. Un être qui ne pense pas aux autres, qui s'en fout de son entourage. Ce n'est pas un humain. Parce que l'homme vit dans la société. Un homme se valorise quand il est au service des autres. Mais un homme à la marge de la société n'est plus un être humain. Si tu n'es pas sensible au malheur des autres, tu n'es pas un humain. Mamadi a déshumanisé le Guinéen. Il a tué tout ce qui était sacré dans notre société. Et tous les jours, les exemples, ça ne finit pas. Mes chers amis, le courage, ce n'est pas la richesse seulement de la vérité. Ce n'est pas le fait de dire la vérité tous les jours. Mais ce n'est pas subir la loi du mensonge. Refusons de subir la loi du mensonge. Parce que partout où le mensonge triomphe, c'est la décadence de la société. Parce qu'en Guinée aujourd'hui, on n'est plus détesté quand on dit la vérité. C'est ceux qui disent le mensonge, qui vivent dans ce mensonge, qui sont applaudis. C'est ceux qui vivent dans l'hypocrisie et dans l'indignité totale qui sont applaudis. C'est la pyramide renversée. Il ne faut pas faire l'écho des imbéciles. Parce que dans un passé récent, ce peuple, ce pays, la Guinée, n'a que 67 ans d'existence. 67 ans, c'est trop pour un homme, mais c'est très peu pour un peuple, pour une société. Depuis 67 ans, notre pays a eu son indépendance. Il y a eu des dignes fils de ce pays qui sont battus au prix de leur sang pour nous léguer cet héritage sacré qu'on appelle la Guinée. Cette Guinée-là aujourd'hui est différente de la Guinée qu'on nous a léguée le 28 septembre 1958. Parce que les valeurs sur lesquelles s'est fondée cette République, la justice, le travail et la solidarité qui est notre emblème, n'existent plus aujourd'hui en Guinée. On n'a plus de repères en Guinée. On a perdu ce qu'on appelle les modèles sociaux. Parce que dans toute société, il y a des personnes qu'on appelle les personnes ressources. C'est les personnes de référence. C'est les modèles qu'on respecte.
Mais toute cette valeur-là a disparu en Guinée. Parce que nos sages ont failli pour ne pas être arrogant ou grotesque. Je préfère employer ce mot, failli à leur devoir. Si dans une famille, le père de famille n'est pas juste avec les enfants, dites-vous que cette famille-là, il n'y aura ni la discipline ni la sécurité. Parce qu'ils savent que leur papa n'est pas juste envers ses propres enfants. Le pays aussi est comme ça. Si ceux qui doivent être les modèles pour nos sociétés sont eux qui applaudissent un groupe de bandits armés qui fait souffrir toute la population, tu entends les imams dire aujourd'hui, c'est lui l'envoyé de Dieu. C'est Dieu qui l'a donné le pouvoir pour faire souffrir sa population, pour tuer les gens, pour kidnapper les gens, pour voler toute la richesse qui appartient à toutes les populations. Les morts aujourd'hui, on ne compte pas. Tous les jours que Dieu fait, il y a quelque chose de calamité qui se passe en Guinée. Mais vous savez, un digne fils ne reçoit jamais une personne qui a humilié son père dans sa maison. À plus forte raison, céder la gestion de son foyer, donner la gestion de son foyer à celui qui fait unir ton père. Mamadi, c'est un démon. Mamadi est né dans la honte. Il est né dans cette douleur d'enfantement qui a créé un phénomène, un morse pour la société. Mamadi, son travail, c'est un criminel. Sa mère le sait. Mamadi allait voler les téléphones et les appareils photos des étudiants qui étaient à l'université de Cancan. Quand ceux-ci viennent se distraire un peu au bord du fleuve, Mamadi, c'était son travail, ça. Et qui gardait ces objets volés? Le receleur, c'était sa mère. Cette mère, elle a mis au monde sa photocopie, un enfant maudit, un délinquant. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, elle est impliquée dans l'affaire. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois l'affaire de pèlerinage, là, on sait tous. À chaque fois qu'il y a des pèlerinages en Guinée, le nom de la mère de Mamadi est cité. Vous savez, en Afrique, tous les chefs d'État qui soient poussistes ou quoi, qui ont échoué dans tout, c'est lorsque leur famille est mêlée à la gestion du pays. Mais depuis que Mamadi est venu, 2004, là, comme en 2021, à ce jour, chaque année pour les pèlerinages, c'est les mêmes problèmes. Cette dame qu'on appelle Hadja Domani Konaté, Hadja Domani Konaté, c'est la coordinatrice des mouvements de soutien de Mamadi à Kankan. Et c'est la cousine de la mère de Mamadi. Et la société qu'on appelle fictive là, ce n'est pas une société fictive. C'est la société créée par la mère de Mamadi. Parce que la mère de Mamadi, chaque année, on lui donne plus de 50 billets, places pour le pèlerinage. Mais comme elle n'a pas cette foi en Dieu. Parce que, on dit, on peut te donner, même si ce n'est pas honnête, parce qu'une seule personne, pourquoi donner 50 places à une dame, une citoyenne comme tout le monde? Ce n'est pas parce qu'elle est mère de Mamadi. Mais si c'était quelqu'un qui connaissait Dieu, qui n'est pas né dans la méchanceté et dans le mécréant, tu ne peux pas revendre ces places-là à d'autres. Mais tu donnes cadeau. Alpha Condé par an donnait combien de places? C'était les centaines de places qu'on donnait à tous les médecins en Guinée. De Kassa à Lola,
de Lola à Kouré-Malim, partout en Guinée, on l'envoyait la liste. C'est lui qui choisissait les maisons qui n'ont pas de moyens d'aller au pèlerinage. Aucun des parents d'Alpha n'était associé au problème de pèlerinage. Qui a entendu parler qu'un parent d'Alpha était mêlé? Tout ce que nous voyons là, c'est après le coup d'État. Parce que Mamadi, c'est-à-dire c'est un caractère, c'est une famille de bandits qui ont braqué la Guinée. C'est un groupe de bandits, de délinquants. De sa mère jusqu'au dernier petit-fils de leur famille sont en train de braquer, brimer la Guinée. Mais c'est ça, c'est-à-dire pour eux, la Guinée leur appartient. Parce que Mamadi est né bandit, Mamadi a grandi bandit, Mamadi vit, c'est-à-dire c'est dans son ADN. Mamadi n'est pas devenu bandit, mais il est né dedans. La délinquance fait partie de l'héritage de Mamadi. C'est pourquoi il n'a pas pu aller à l'école. Donc quand un bandit braque un pays, c'est la pagaille. C'est-à-dire il n'y a plus de... C'est-à-dire il n'y a plus de parole officielle en Guinée. Il n'y a plus d'officiels en Guinée. La Guinée est gérée comme une république bananière. C'est-à-dire sans loi, sans foi. On est abandonné à nous-mêmes. Il n'y a pas d'État en Guinée alors là. Comment cette dame, Hadja Domani Konati, prend plus de 500 places? Il revend des billets aux gens. Tous ceux qui connaissent, si vous avez les amis à l'Occident, demandez-le. Nous, on a des amis au Canada ici qui sont partis en Guinée pour aller à la Mecque. Donc, ce qui est clair, ils sont partis, les places qui devraient revenir. Je n'ai rien contre eux, mais les places qui devraient revenir à des citoyens guinéens sur place là-bas, c'est cette place qu'on leur a donnée, mais en payant plus cher. Eux, ce n'est pas 60 millions qu'ils ont payé, ils ont payé 70 millions, 80 millions, qui fait peut-être 3 000 $ ou 4 000 $ ici. C'est comme ça que... Mais qui fait ça? C'est la maman de Mamadi Doumbouya. Et tu entends Amara Kamara sortir, ouais, faut pas tenir compte, les gens qui donnent les trucs, il faut regarder. Mais regarde-moi, ils banalisent même. Une vieille qui nous disait, il dit, mon fils a traversé le Sahara. Il a échappé à la mort, il pouvait mourir. Mais en allant, il a pris la promesse. Parce que quand un enfant immigre, quand un enfant va en aventure en Afrique, c'est l'espoir de toute une famille. C'est la famille qui cotise, c'est la richesse, l'héritage qu'on le remet. C'est lui qui sera le sauveur de la famille. Et l'enfant a dit, maman, les 2 premières années, dès que je rentrerai, si Dieu me donne la chance d'arriver en Europe, les 2 premières années, je ferai tout pour t'envoyer à la Mecque. Parce que dans nos traditions africaines, surtout dans les pays musulmans, envoyer ton parent à la Mecque, c'est la plus grande bénédiction pour un enfant. Surtout, nos mamans à certains âges, on sait à tout moment il peut partir. Donc tout le vœu du jeune, cette mort qu'il a brandie en traversant le Sahara, l'océan Atlantique pour arriver en Europe, il s'est battu. Les 200, 300 euros qu'il met de côté, il envoie ça à sa mère pour l'envoyer à la Mecque. Et l'argent là, c'est la mère de Mamadi qui l'a détourné. Il met ça en poche. Et cette dame dit, si je ne vais pas cette année, peut-être l'année prochaine, je ne serai pas là. Une vieille de plus de 80 ans. Vous croyez tuer un espoir comme ça, Dieu va vous pardonner? Mamadi pense que tout ce qu'il fait comme ça, il va s'en sortir indemne, aidé par sa maman diabolique.
Que Dieu sauve la Guinée. Vous savez, chers amis, il y a des moments dans la vie d'une nation, il y a des choses qui se passent, il y a des malheurs qui s'abattent sur le pays, il y a des phénomènes qui nous arrivent, on ne sait même pas leur provenance, mais c'est les prémices d'un événement. Un homme rationnel dira non, ça c'est du fanatique ou tu fais un peu dans l'émotionnel. Mais pour quelqu'un qui croit à cette valeur sacrée africaine, il y a des liens que nos ancêtres ont faits en regardant les phénomènes de la vie. Et je crois, on peut croire ou ne pas croire, mais dans toutes choses, Dieu nous avertit à l'avance. Il nous donne quelques éléments de compréhension. C'est nous qui ne faisons pas attention souvent à des choses. Mais pour ne pas nous amener aussi à tomber dans le fatalisme en disant, bon, j'attends Dieu que ça tombe du ciel, on se met en action. Mais je me dis que dans une société où ceux qui doivent mobiliser, ceux qui doivent sensibiliser, ceux qui doivent, disons, guider le peuple, ont presque tous démissionné ou ils ont peur de s'exprimer. Qui doit prendre la relève? C'est là que l'enjeu spirituel rentre. Parce qu'aujourd'hui, la société guinéenne est orpheline. Le peuple guinéen est orphelin. Personne ne le défend. Tous ceux qui chantaient son nom, c'était des hypocrites. Les Makanira chantaient, qui se battaient pour le peuple, qui se battaient pour la démocratie. Les Baouri l'ont dit, les Ousmane Gawal, les Mori Kondé. Mais on se rend compte que c'est les menteurs. Qu'est-ce que Mamadi n'a pas dit aux Guinéens le 5 septembre? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est pourquoi des fois, ça me fait rire quand j'entends les gens. Il ne faut pas répéter le mal du passé, les erreurs du passé. Mais je me dis souvent, rien n'est parfait. Il y a certes eu des erreurs du passé, mais si les erreurs du passé deviennent la règle du présent, on ne regrette plus le passé, mais plutôt on se questionne sur le présent. Est-ce que réellement ceux qui disent qu'ils sont venus corriger les erreurs du passé, est-ce que réellement ils sont venus pour corriger ou pour aggraver? Parce que ce que nous voyons maintenant là, on ne parle pas plus d'erreurs du passé parce qu'il y a des choses qui ne se faisaient pas avant. Qui a entendu qu'il y a eu des centaines ou tout ça, la pèlerin qui ont été... Qui a entendu que les grandes radios du pays ont été fermées? Le passé est récent, hein? Ça ne fait que 4 ans. Là. Ça n'a jamais eu lieu. Mais vous savez, l'homme est conditionné de fois quand il y a eu quelque chose. Certains sont conditionnés à s'obstiner, c'est-à-dire à dire, à croire, même s'ils savent que ceux qui croyaient, avec le temps, parce que le temps est le juge. Avec le temps, ça leur a démenti, mais ils refusent de croire à la vérité qui est là. Parce que tout ce qu'on disait sur le passé, c'est le temps aujourd'hui qui nous justifie. Ceux qui disaient qu'Alpha était dictateur, qu'Alpha était sanguinaire, ben aujourd'hui ils ne parlent plus. Il y a beaucoup en privé, ils vous diront, ah, on s'est trompé sur le vieux. Hein. Parce qu'au temps d'Alpha Condé, on pouvait parler en Guinée, on pouvait manifester en Guinée.
plus de 700 manifestations au temps d'Alpha Condé. Mais aujourd'hui, il y avait même la liste macabre que Ousmane Gawal faisait. On recensait le nom des militants de l'UFDG comme morts pour salir. Vous savez, pour salir quelqu'un, on est dans un monde de communication. On faisait les marches funérailles. Mais pourquoi on ne fait plus? Ou bien depuis que Mamadi est venu, il n'y a jamais eu de mort en Guinée pendant les manifestations, malgré qu'il a interdit les manifestations. Mais pourquoi on ne fait pas les marches funérailles? Pourquoi il n'y a plus de listes macabres? Pourquoi il n'y a plus de grève? Les syndicalistes qui sortaient pour un rien. Les journalistes. Pourquoi aujourd'hui ils ne font pas? Surtout que ces politiciens qui se disaient que leur vie, durant toute leur vie, qui se battent pour la démocratie, qui se battent pour la liberté d'expression, pour le droit de l'homme, les acquis de plus de 10 ans, de 20 ans, un petit Bilacro vient un beau matin, à 4 heures du matin, le 5 septembre, il vient confisquer ça. Et vous avez le kilo Baouri de dire devant le peuple de Guinée que vous êtes battu pour ce peuple. C'est indigne. Dire ça, c'est l'indignité pro max. On peut vendre son honneur. On peut vendre sa famille, sa maison ou quoi. Mais quelqu'un qui vend sa dignité, c'est que rien ne le reste maintenant. Parce qu'un homme qui n'a pas de dignité n'a pas de valeur. Baouri n'a pas d'héritage à léguer à ses enfants. Parce que c'est c'est-à-dire, il s'est indigné. Il a avalé ses vomitures qu'il disait devant tout le monde entier hier. C'est le regret, mais ce n'est pas Baouri seulement. Mais regardez autour. Vous regardez un Makanira, vous voyez un Ousmane Gawal, un Mori Kondé, un Boubacar Souma, Abdoulaye Sou, plein. C'est pourquoi j'ai dit que s'il y a un apport positif de ce coup d'État, c'est que ça nous a permis de découvrir certains Guinéens. C'est que ça nous a permis de savoir qui est qui dans notre société. Imaginez-vous, une mère de famille, à 80 ans, son enfant, tout son souhait dans sa vie, c'est aller une fois à la Mecque. Kadia Mangoura, la mère de Mamadi, elle est partie plus de 4 fois à la Mecque. Chaque année, elle va. Même cette année, elle ira. Et elle prive plus de 500 pèlerins. Aujourd'hui, tu vois les petits gamins ou gamines, 30 ans au moins, qui vont à la Mecque. C'est pour nous, à notre enfance, quand on entendait que quelqu'un allait à la Mecque, c'était l'aîné. Et puis c'était là, à son retour, c'était la fête. Tout le quartier était au courant. On faisait une réception extraordinaire. Et généralement, cette personne à son retour, même si tu ne fais pas partie de la famille ou quoi, elle vient avec un cadeau pour tout le monde. Tous les enfants du quartier venaient saluer le nouveau Alhadj au Radia. On nous donnait. C'est ce souvenir-là qui a baigné ma jeunesse. C'est maintenant que tu vois ces petits délinquants, 35 ans, ils vont à la Mecque, croyant qu'ils vont aller laver tous leurs péchés là-bas. Ils retournent, ils replongent encore dans la merdique. Toi, tu ne peux pas voler l'argent du vol pour envoyer les gens à la Mecque. Ça va servir à quoi? On va à la Mecque pour aller laver tous nos péchés et tout ça. Mais quand tu te sers de l'argent volé pour aller laver tes péchés, mais Dieu ne va pas écouter ça. Imaginons 63 millions fois, supposons 400 personnes pèlerins.
c'est 25 milliards 200 millions de francs guinéens que la mère de Mamadi et ses complices, Kadia Domani Konati, ont arnaqué ce groupe. Ces pèlerins ont été vaccinés. Les vaccins viennent de l'Arabie Saoudite. La Guinée, cette année, la Guinée a eu 10 000 places. Dans les 10 000 places là, ces femmes qui sont aujourd'hui arnaquées, qui n'ont personne à qui se tourner, ils faisaient partir de ces 10 000. Ils ont été vaccinés. Ils ont acheté les habits, les tenues. Ils ont fait tous les protocoles de voyage. Ils ont des visas, tout. Mais à la dernière minute, ils n'ont pas leur nom sur la liste d'embarquement. Et bientôt, c'est la fin. C'est bientôt, dans quelques semaines. Ils avaient tout pillé. Les enfants qui ont sacrifié leur vie en aventure. On voit tous les jours sur les télévisions nos enfants, nos petits frères qui se noient sur la mer Méditerranéenne. Et ceux qui arrivent à réussir leur premier boulot, l'argent, le peu d'argent qu'ils gagnent dans l'esclavage, là, ils envoient ça à leurs parents pour leur envoyer à la main, pour que ceux-ci leur donnent leur bénédiction. Parce qu'ils ne savent pas s'ils vont retourner un jour. Parce que quand ils viennent ici pour avoir le papier, ça va leur prendre du temps. Mais ils disent, en faisant ça, j'ai accompli quelque chose dans ma vie. Et ce jeune qui a sacrifié tout, se priver de tout en Occident, envoie l'argent, c'est la mère de Mamadi qui l'empoche. Vous croyez que Dieu va laisser ces gens-là? Mais Mamadi est né dans la magouille de sa famille. Je vous dis, Mamadi de naissance est un bandit, c'est un escroc. Et sa mère est son receleur. Mamadi, quand il allait voler les objets des gens, c'est sa mère qui cachait ça pour lui. Donc, la Guinée est prise en otage par une famille de délinquants, de bandits. On est dans un cartel. Ce pays-là, la Guinée n'est pas un État. Le pays est pris par un groupe de délinquants, de narcotrafiquants et de tous. C'est-à-dire la Guinée est devenue le rendez-vous des plus grands délinquants, bandits, narcos du monde. Mais imaginez-vous, il y a une Française, Victorine Blanchette, je crois, qui a été arrêtée depuis janvier, là, avec 2 tonnes 600 qu'il avait dans ses bagages à l'aéroport de Conakry. Elle a été arrêtée, on l'a pris, on l'a envoyé en prison. Mais laissez-moi vous dire, il n'a fait que 3 mois en prison. Avec 2,6 grammes de drogue. Et quand on prend la drogue sur toi, partout au monde, dans la législation guinéenne, c'est au minimum 15 ans de prison. Au minimum. Mais qui l'a remis cette drogue-là? C'est Amara Camara. Parce que lorsque le brigade d'investigation est venu fouiller chez elle, pour voir si elle n'a pas d'autres stocks chez elle là-bas, ils ont trouvé dans sa caméra à la rentrée de sa villa Ipara à Nungo là-bas, la nuit, la veille de son voyage, Amara Camara qui est venu la remettre un colis. Et lorsque le brigade d'investigation a vu cette vidéo-là, ils ont montré à leur chef a dit que personne ne doit parler. Il est parti directement rencontrer Amara. Amara a dit de faire taire le problème, d'attendre 1 mois, 2 mois. Ils ont relâché la dame. Cette dame-là, c'est une Française, elle habite actuellement à Lambagné, elle est à Conakry là-bas. Mais comme son arrestation à l'aéroport, elle devrait prendre Air France. Donc, lorsqu'on l'a signalé que c'est du drogue qu'on l'a reçu sur elle, donc c'est dans les... Vous savez, en informatique, il y a le réseautage là. Quand on met la raison d'annulation d'un billet, on met la raison, quoi. Pourquoi on a annulé cette personne. On a saisi
un produit illicite, la drogue. Donc son nom est dans le casier. Elle ne peut plus aller en France pour le moment. Parce que le fait est réel. Ça a été confirmé. Maintenant, les Magouilles en Guinée, comme Amara via, parce que c'est Mamadi qui l'a donné l'instruction là. Amara, on l'a relâché. Et c'est un petit qui a volé un téléphone, il paraît, lors de funérailles du feu Moussa Kofo, le comédien là. Il a volé un téléphone, lui on l'a condamné à 10 ans. Un voleur de téléphone, on le condamne à 10 ans. Et une mule qui transporte la drogue, cocaïne, on le condamne, on le relâche dans 3 mois. Et ça ne s'est pas arrêté là. Quelque chose de 500 et quelques grammes qu'on a saisi à Gawal, pas à Gawal, à Koundara, il y a quelques semaines. On saisit la quantité de drogue a été signalée par la douane sénégalaise. Il paraît qu'il quittait Guinée-Bissau, mais c'est faux, ça a quitté Conakry, c'est en Guinée. Parce que la Guinée, c'est la plaque tournante. On saisit ça emballé en plaquettes. On saisit ça 2 jours après. C'est le procureur qui vient dire aux gens, non, ce n'était pas la drogue qui était dedans, c'était du sel iodé. Les gens disent sel iodé dans les plaquettes de drogue. Mais sel iodé, ce n'est pas un produit illicite. Sel iodé n'est pas interdit. Pourquoi eux, maintenant, ils cachent du sel iodé? Pourquoi le chauffeur et celui qui l'a accompagné la drogue, ils ont disparu, ils ont fui? Mais vous voyez, vous savez, quand le pays est un pays narco, tout est sur le faux. On a vu ici, depuis que Mamadi est venu, combien de quantités de drogue. On a arrêté même jusqu'à 4 tonnes de drogue. Mais qui a vu ça? Il recycle. Amara a grandi dans ça. Son père et lui, ils étaient en prison au temps de Dadis. C'est l'arrivée de Sekouba qu'on l'a relâché à Amara et son père. Son père était le chef d'état-major de l'armée. Donc les drogues qu'on saisissait partout, lui venait prendre ça, il recyclait ça. Donc Amara aussi a grandi dans ça. Donc c'est ça qui continue. Comme Mamadi, lui, il consomme, non seulement il consomme, mais il s'enrichit de ça. Bref, c'est pour vous dire que notre pays est foutu. C'est pour vous dire que nous serons les seuls responsables du sort qui attend notre peuple. Et comment nous pouvons faire pour aider ce peuple qui est orphelin, pour aider la Guinée aujourd'hui, parce que la majorité, la quasi-majorité des Guinéens à l'heure là subit. Ils ne peuvent pas parler. C'est à nous de prendre le courage d'expliquer à nos parents ce qui arrive à notre pays. Il ne reste que ça. Mais si nous ne faisons rien, nous deviendrons les complices de ce qui arrive à notre pays. Parce que le mal guinéen n'épargne personne. Et je m'excuse ceux qui se plongent dans les raisonnements un peu légers. Mamadi n'est pas venu pour les malinqués. Mamadi n'est pas venu pour les peuls. Mamadi n'est pas venu pour les forestiers. Mamadi n'est pas venu pour les sous. Mamadi est venu pour un groupe de bandits, pour sa famille, pour piller la Guinée, pour détruire la Guinée. Mamadi utilise les ethnies pour se pérenniser au pouvoir. C'est vrai qu'il utilise les malinqués, il utilise les peuls, il utilise les sous-sous, il utilise les forestiers. Les petits groupes, il les utilise pour se pérenniser au pouvoir. Sinon, Mamadi ne se bat pas pour une ethnie en Guinée. Il ne se bat même pas pour le peuple guinéen. Mamadi est venu pour détruire la Guinée, pour détruire notre avenir aujourd'hui et le devenir de nos enfants demain. Ce qu'ils appellent Simandou 2040, c'est les maîtres chanteurs.
la Guinée n'a rien et n'aura rien dans Simandou là. C'est-à-dire Simandou, comme disait un de mes frères, il disait que Simandou c'est comme un enfant qui n'a pas de père. Un enfant qui n'a pas de père, s'il n'est pas né artificiellement, même ça, il a un père inconnu. Que Simandou, c'est ça. Qui peut parler de Simandou sans parler de professeur Alpha Condé? En 2010, Simandou n'appartenait plus à la Guinée, c'est-à-dire les deux blocs les plus grands, parce que Simandou, ça fait 100 km. Et les 80 km, c'est le bloc 1 et le bloc 2. Le bloc 1 et le bloc 2 a été vendu à un escroc israélien qu'on appelle Benny Stremer, qui était, disons, une société bidon qu'il a appelée BRGS, quelque chose comme ça en Guinée. Il a dit qu'il a investi 160 millions de dollars. Il a eu sa première signature lorsque le général Lansana Conté est tombé malade, on l'a envoyé à Genève. C'est sous le lit de malade à Genève qu'il est venu faire signer la convention par l'intermédiaire de l'italien Santino. Lansana Conté était couché sur son lit de malade, sous l'anesthésie. On prend sa main là pour signer le papier, pour une convention comme ça. Et le gars, lorsque Dadis aussi est venu, par l'intermédiaire de celui qu'on appelait Mahmoud Cham, un nommé Mahmoud Cham qui était le ministre des Mines, ils ont manigancé. Donc, le bloc 1 et le bloc 2, le gars a eu ça. Il dit qu'il a investi 160 millions dedans. Vous savez combien il a revendu? La moitié, hein? 50%, il a revendu à Val, à une société brésilienne, à 2 milliards 500 millions de dollars. Vous avez bien entendu? 2 milliards 500 millions de dollars. C'est-à-dire, toi, tu dis que tu as acheté une maison à 160 millions. La même maison, 3 mois après, même pas 3 mois après, tu revends la moitié de ta cour, tu le revends à 2 milliards 500 millions de dollars. Mais comment cela se fait? Alpha a dit, mais c'est pas possible ça. Alassane Ouattara est venu voir Alpha Condé. Il dit, écoute, laisse tomber l'affaire là, il faut négocier. Vous savez, l'homme de main de l'escroc franco-israélien là, c'est Sarkozy. Donc Sarkozy, comme il dit qu'il est lié à Ouattara et tout ça là, et c'est lui qui a mis Ouattara président, est venu voir Ouattara, il dit il faut convaincre Alpha. On est prêt à lui donner 500 millions de dollars cash. Pourquoi il laisse l'affaire? Alpha a dit niet. Il dit écoute, je préfère mourir, mais Simandou va retourner dans le portefeuille guinéen. Donc Simandou était braqué, ceux qui l'ont vendu sont en Guinée. Ahmed Tidiane, soirée, c'est lorsqu'il était ministre des Mines aussi, au temps de Lansana Kouyaté. Comment, au temps de Lansana Conté. Lorsqu'on a enlevé Kouyaté, c'est Ahmed Tidiane qui a été premier ministre, qui a signé le document. Il a Conakry là-bas. Les syndicalistes là, les Amadou Diallo, les Aboulay Sow, ils ont tous eu leur part dedans pour sauver Simandou. Les blocs 1 et les blocs 2 là. Grâce à Alpha Condé. Je ne dis pas que aucun Guinéen ne pourrait faire ce qu'il a fait pour la Guinée, mais pour le cas de Simandou, si ce n'était pas Alpha, c'était foutu. Personne d'autre ne pouvait, parce que Smemer, le gars, l'escroc franco-israélien là, c'est l'homme le plus riche en Israël. L'ex-président de l'Israël a dit, il dit, je déconseille tout homme d'avoir affaire avec Smemer, sinon il va te tuer, il va t'éliminer. C'est un gars qui a dit à Alpha Condé, il dit, je ferai tout
pour détruire ton pouvoir. Il finançait le FMDC, il finançait les Selou, les Syria pour déstabiliser la Guinée. Canara Nchini a dit, c'était en 2013 ou 2014, il a parlé du complot qu'on a monté à partir de la France, de créer les martyrs, de tuer les gens et puis de mettre Alpha Condé. Même le cas d'Ebola. Ce mec, on l'a dit, comment Ebola peut quand même traverser l'Afrique centrale, venir tomber en Guinée, en Sierra Leone. Et le directeur du laboratoire que Spremer même financé en Sierra Leone, lui, il a été assassiné. Il y a des choses qu'on ne veut pas revenir. Peut-être un jour viendra, tout Guinéen conscient va faire une sorte de rétrospective sur le passé. Parce qu'on dit celui qui ne connaît pas son passé a de fortes chances de répéter les mêmes erreurs. Parce que le vrai problème chez nous, on dit toujours il ne faut pas passer le chiffon, il ne faut pas en parler, laisse tomber, c'est le passé. Non. Mieux vaut critiquer le passé, interroger le passé pour éviter que la même chose se répète demain. Mais quand on fait fi à tout, mais c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Guinée? Parce que ces hypocrites, ces indignes-là, qu'on connaissait depuis longtemps, sont eux qui soutiennent tous les régimes fascistes en Guinée, parce qu'ils sont là. Parce que nous, la société, en tant que société, on leur tolère. Les Makanera doivent être les gens morts politiquement en Guinée après le CNRD. Les Aboubakar Souma, les Baouri, c'est les gens qui ne doivent plus parler devant la population parce qu'on a compris. On a compris que tout est faux chez eux. Très cher ami, je le dis et je le répète. Peut-être certains me diront que je suis excessive, mais le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. Vous savez, l'absence d'Alpha Condé, je me dis toujours que dans la vie d'un homme, ne te bats pas pour que ta présence soit remarquée, pour que les gens disent, mais voilà, cet homme-là ici, mais pas toi, pour que ton absence soit regrettée. En faisant quoi? En faisant les choses qui parlent dans ton nom. C'est-à-dire, tu fais des actes qui parlent plus haut, qui font du bruit. C'est ça un homme d'État. Vous savez, Alpha Condé a causé un fossé si énorme qui, à ce jour, l'alternative capable de réunir tous les Guinéens et de nous remettre sur les rails, c'est lui. Prions, tout Guinéen patriote et digne doit prier tous les jours que Dieu accorde longue vie et santé de fer d'Alpha. Les hommes sont indispensables. On ne dit pas que l'homme est indispensable. On ne peut pas dire que cet homme est immortel, qu'il faut lui. Mais dans l'évolution de toute société, il y a des personnes dans les contextes spécifiques, dans les circonstances précises, ils deviennent indispensables. Parce que ce sont eux qui ont la clé. Vous écoutez beaucoup de gens aujourd'hui, qu'ils vous disent ou pas, ils diront, on s'est trompé. Ils vous diront que c'est lui qui pourra nous régler tous ces problèmes-là. Ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent que nous, mais Dieu l'a donné cette clé-là. Parce qu'il était là, il connaît là où il a laissé la Guinée. Et nous connaissons tous que là où il a laissé la Guinée, c'était ça le bon chemin. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la dérive, sur tous les plans.
C'est la première fois dans l'histoire de la Guinée que la Banque centrale est en rupture de liquidité. Il n'y a même pas 10 millions de dollars qui est en liquidité à la Banque centrale. La première fois dans l'histoire de la Guinée que les travailleurs de la Banque centrale grèvent. Ça sont des faits. Le pays est en récession. On n'est plus, l'inflation est petite parce que tout le monde voit l'augmentation des prix. On a dépassé le stade inflationniste. On est dans le stade de récession de l'économie. C'est-à-dire l'État n'arrive plus à fonctionner. L'État n'arrive plus à faire fonctionner son rôle régalien. Le salaire des fonctionnaires. Certains engagements de l'État ne peut plus faire. Donc c'est à nous, les Guinéens, de tirer toutes les conséquences. Parce que demain, personne ne dira qu'il ne savait pas. Ce qui se passe aujourd'hui, ça se passe, c'est-à-dire, ça se passe en grandeur nature devant nous. Tous les jours, nous entendons les détournements, les 4 tonnes d'or. Il y a des audios qui sont là. C'est-à-dire, avec Mamadi, les preuves sont là, sont claires. Ça vient d'eux-mêmes. Il y a des audios, il y a des preuves écrites, les documents comptables, les 4 tonnes d'or, comment ça a été détourné. Maintenant, c'est la pauvre dame qu'on limoge et puis par après, on se rend compte, on dit, ah, il y a eu des langues là, on va l'envoyer au patrimoine bâti. On l'envoie au patrimoine bâti, on le limoge 2 jours après, on le... Je vous dis, c'est la pagaille. On n'a plus d'État. C'est-à-dire, le pays, la Guinée existe hein, comme pays, mais la Guinée n'existe plus comme un État. Parce que l'État n'existe pas. C'est la merde. C'est du bordel partout. C'est à nous d'agir. Nous seuls d'agir. Vous savez, un dictateur ne règne que lorsque le peuple est silencieux. Parce que c'est le silence du peuple qui encourage le dictateur. Quand le peuple se lève, la peur change de camp. Parce que il est l'heure de choisir ce courage. Parce que c'est à nous d'engager. Il n'y a pas d'autre moyen. Avec Mamadi, c'est le rapport de force. Il n'y a pas de dialogue possible. Mais tous les jours qui passent, vous voyez, il n'y a pas eu de vol en Guinée. Depuis l'indépendance jusqu'en 2020, là, et il n'y a pas eu de vol en Guinée que maintenant. Tous les jours, et puis avec toutes les preuves, ce n'est même pas quelque chose qui est raconté et tout ça là. Mais vous voyez des preuves. On a vu ici, vous voyez à la douane, je crois le DG de la douane est à l'heure là en prison, l'impôt, on a vu là, vous voyez Mandian Sidibé, tous les jours qui passent. Et ça, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Actuellement, je vous dis, tous les grands commerçants guinéens, les hommes d'affaires actuellement, ils ont retiré leur argent dans les banques. Ils ont déposé dans des pays voisins. Parce qu'on venait prendre leur avoir à la banque sans même leur consentement. Il y a un homme d'affaires qui est en prison actuellement parce qu'il est venu déposer l'argent à la banque pour acheter, je crois, ces marchandises qu'il a commandées. Mais on a appelé, la police est venue descendre sur lui, on le met en sauce. Ça fait qu'il n'y a plus de crédibilité. Les banques primaires même ne mettent pas leurs réserves à la banque. Parce que les banques primaires, quand il y a beaucoup d'argent dans les banques primaires, là, ils prennent, ils mettent ça à la banque centrale. Mais la banque centrale même devient... Parce que le rôle de la banque centrale, c'est pour la bonne régulation de l'économie. C'est le médecin de l'économie dans un pays. Mais quand la banque centrale devient le pharmacien qui vend les marchandises, c'est-à-dire qui vend maintenant faire les trucs, il est sorti de son rôle. C'est pourquoi nous entendons tous ces scandales. 4 tonnes d'or par-ci et cela.
personne ne sait comment font. C'est-à-dire, Mamadi est venu tout désir, c'est-à-dire tout Nyarami, quoi. Il a mélangé tout gâté. Mais comme je disais au départ, cher ami, la démarche la plus simple dans la vie, c'est le courage d'un homme à ne pas prendre le mensonge comme acquis. C'est le courage d'un homme à dire trop c'est trop, je ne peux plus continuer. C'est le courage de te dire que demain tu vas mourir. Mais qu'est-ce que tu laisseras comme héritage? Parce que nous sommes tous des mortels. Vous savez, parler de tout, dire tout, tu finiras de ne rien dire. Car personne ne dira quelque chose que personne n'écoutera. Parce que le feu, quand le feu brûle la case, on dit dans le Mandembere, quand le feu brûle la case, la limite c'est la mare. On est arrivé à cette limite. On ne peut plus cautionner notre propre mort dans l'injustice, dans la délinquance, dans la brutalité et surtout dans l'humiliation. Ces pauvres mamans, à la fin de leur vie, la seule chose qui est importante pour eux sur cette terre, c'est aller au pèlerinage. Plus de 500 personnes qui sont privées de ça. Par la faute de qui? Par la faute de Mamadi et de sa mère. Comment peut-on accepter une telle humiliation, une telle injustice en disant tais-toi, profite? Je ne le ferai pas. Certes, nous avons tous reçu des éducations dans nos familles, mais la personnalité d'un enfant l'appartient. Ce n'est pas dire que c'est le fils de l'imam qui est le plus poli du quartier. Nous sommes tous différents. Il y a des hommes qui se disent, qui préfèrent vivre pauvre, mais digne, que de vivre riche et indigne. Nous avons tous cette valeur sacrée à nous. C'est à nous de choisir le bon côté de l'histoire. Ceux qui se disent aujourd'hui que c'est en gagnant derrière Mamadi, que c'est en accumulant je ne sais pas quoi ou quoi, les privilèges, le décret, que c'est ça qui déterminera leur vie. Laissons-le aller. Allez-y avec Mamadi. Mais nous, nous avons une dignité. Notre combat, on ne le fait pas par procuration. On ne le fait pas pour quelqu'un d'autre. Nous le faisons pour nous et pour nos progénitures. Parce que ce qui est grave dans la vie d'un homme, c'est de disparaître. On dit souvent chez nous que l'homme est mort, il est parti, mais il reviendra. Ou il est parti, mais il a laissé les belles œuvres. Mais te dire que tu as disparu, c'est que tu n'as rien laissé en termes de valeur et de dignité. Ce n'est pas ton compte à la banque que les gens vont regarder par après. Quand on dit le fils de Condé ou le fils de Silla, on ne dira pas il a tel immeuble ou son père a tel compte en banque. On dira son père c'était un homme honnête. On dira son père c'était un sage. C'était quelqu'un qui venait aider les pauvres, qui n'aimait pas l'injustice. Mais toi, qu'on va te dire un jour, voilà un opportuniste, son père courait derrière le pouvoir ici, et s'enrichit avec les gens qui ont volé le bien public. C'est cet héritage qu'on veut laisser à nos enfants. J'ai dit non. On dit, si tu ne peux pas faire de grandes choses, alors fais les petites choses pour être grand. C'est ça qui nous différencie. Cher ami, vous savez, quand on parle de la Guinée, il y a tellement de choses à dire.
Mais ce qui reste important pour nous les Guinéens, c'est le courage. C'est le courage de se déchaîner de cette peur. Parce que la prison la plus terrible et la plus méchante dans la vie d'un homme, c'est la peur. Vous savez, la servitude, quand elle est volontaire, cela nous rappelle doucement encore des tyrans. Ils ne sont pas grands parce qu'ils sont arrêtés sur leurs genoux, ils sont comme ça, non. On ne se plie pas sous les pieds d'un tyran. Quand on se soumet sous les pieds d'un tyran, la tête est basse. On mène une vie qu'on veut certes, mais dans les conditions déterminées par le tyran. Est-ce que vous pouvez bâtir votre vie dans l'indignité? Est-ce que vous pouvez éduquer vos enfants dans l'indignité? Tu rentres à la maison, tu dis, ah petit, comment ça va? Tu as regardé la télé? Mais tu sais que tu viens quelque part où quelqu'un t'a donné un coup de pied en te disant, maudit, si tu ne fais pas ça, je te fous la porte. Ou bien si tu ne m'amènes pas ça, demain il t'insulte, tu te rabaisses. Mais à un certain moment, il faut se révolter contre soi-même. Le respect, on ne le donne pas. Cher ami, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci de votre écoute. Et surtout, continuons le combat. On ne peut pas laisser ce beau pays, ce beau héritage dans la main d'un maudit, dans la main de quelqu'un qui est né dans la plus grande humiliation que le Manding a connue. Mamadi, c'est le sacrifice de Manding. Mamadi sait que son sort est scellé. Et ça, tous les jours qui passent, nous voyons des exemples, hein. Nous voyons les prémices. Mais c'est à nous de continuer à en parler autour de nous. De continuer à dire la vérité à nos parents. Ce qui nous attend, parce que la chance que nous avons eue, nos parents nous ont envoyés à l'école pour leur éclairer, pour leur dire ce qu'ils ne comprennent pas forcément, pour aussi anticiper, expliquer à nos parents comment Mamadi est en train de détruire notre pays. Il met les gens en prison, lui il amasse tout, il envoie la drogue pour droguer nos enfants. Toutes les semaines, c'est les soirées, c'est les danses. C'est pour ne pas que nos enfants les plus jeunes réfléchissent réellement sur leur avenir. Il leur met dans la passivité. L'amusement ne développe pas un pays. Ce n'est pas les plages là ou les trucs là que la Guinée dira développer. Le développement commence par l'homme. Tu ne peux pas être malheureux dans la misère, tu n'as même pas quoi manger, qu'on va te dire, le sangeur de Bambeto d'ailleurs, qu'il a hérité ça, le programme d'Alpha Condé et tout ça, qu'il dit, je chanterai où Simandou 2040. Dans 15 ans, Simandou 2040, je ne le souhaite pas, mais il y a beaucoup d'entre nous peut-être qui ne seront pas là. Dans 15 ans, on ne sait pas. Est-ce que ce même Mamadi sera là? J'en doute. Cher ami, continue. La fin est proche. Toute chose a une fin. La seule chose qui reste constante et permanente, c'est le changement. Ayons le courage et la volonté de continuer cette lutte. Parce que nous sommes proches. Nous sommes proches de la fin. Moi, j'y crois. Donc, continuons le combat. Et avoir le courage d'en parler autour de nous. De ne pas hésiter de discuter avec les amis, avec les parents. Comment ils voient la situation du pays. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et cela, personne n'est épargné.
Même ceux qui font semblant que tout va bien, tout est... Mais ils le savent consciencieusement, nous sommes tous des Guinéens. Donc continuons à parler à nos parents. Continuons à expliquer et partager ces vidéos pour discuter avec d'autres personnes, pour nous poser les questions, et mais aussi pour nous apprendre les choses certainement qu'on ne sait pas. Parce que tout ce que l'homme sait, c'est qu'une série. Merci et à demain. Bye bye. Au revoir.